Alors dans cette vidéo, je t'amène avec moi lors de mes sorties en astreinte le week-end. Donc c'est le week-end d'astreinte. Donc tu vas voir ce que c'est de monter l'astreinte le week-end. En tout cas l'astreinte que j'ai montée ce week-end-là. À la fin de la vidéo, je donne des petits conseils et mon retour d'expérience sur l'astreinte en foire commerciale GMS. Donc c'est les grandes et moyennes surfaces, c'est-à-dire les supermarchés et les hypermarchés. Donc à cela aussi je vais rajouter les fast-food et les petits magasins, les supérettes, ce genre de choses. Donc après au niveau de mes petits conseils, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc tu gardes ton sens critique et voilà, t'en fais ce que tu veux. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Bon, ben encore une astreinte qui commence mal. Donc là, c'est samedi matin, donc j'étais réveillé à 4h, 4h10. Donc là, je vais sur un site qui est à 58 minutes, 76 km. Et je pense que la journée va être pourrie comme d'hab. Donc voilà. Donc là, je m'en vais sur le site. Donc là, je suis arrivé sur le site à 5h50 du matin. Donc on va voir ce qu'il y a. Donc là, sur le bac, là, il y a une température haute, moins 1 degré sur le bac négatif, alors que sur les portes, on est à moins 20. C'est ça que je trouve complètement chelou. Et sur l'autre, c'est pareil, température haute, ça serait... mais l'autre, il n'a pas de résistance digérale, elles sont mortes, elles n'ont pas été changées, à mon avis, c'est d'autres plus en glace. Donc là, l'alimentation électrique est bonne. Donc là, je vais faire vider le bac pour voir à l'intérieur. Le bac surgelé tête de gondole il est à moins 14, donc là, il y a un problème de prise en glace, qu'il n'y a pas de résistance digérale. C'est vraiment bizarre. Si c'est vraiment bizarre, il s'est passé un truc là. Parce que là ça marche pas trop mal là. Et là on voit que ça monte. Le problème c'est que les autres bacs sont bien. Donc il n'y a pas de raison, ça va être un manque de charge. On voit tous les autres bacs surgelés sont bien, ça va être un manque de charge sur la centrale, on aurait tous les postes qui merderaient, ce qui n'est pas le cas. Et là ce que je comprends pas c'est qu'en haut sur les portes on est à moins 20. C'est ça qui est vraiment étrange. Parce qu'on n'est pas en sortie de digérage. C'est à minuit, là, il s'est passé un truc là. À minuit, on voit qu'il s'est passé un truc et ça monte bien là. Comme si l'électrovanne restait fermé. Mais bon, si c'était fermé là, en haut, les portes, on aurait une température de merde, ce qui n'est pas le cas. Comme si le détendeur était mort, c'est bizarre. Ou alors il y a deux évaporateurs, un en haut et un en bas. Là si je reviens ici là, on voit que la porte là, bac surgelé, porte surgelée 2.1, la porte on est à moins 21. On est à moins 21, donc ça veut dire qu'il y a un évaporateur en bas. Et ça veut dire que soit le détendeur est bloqué, soit l'électrovanne est morte. Moi je vois que ça. Ouais. Donc là j'ai enlevé cette plaque de merde là, quelle galère, là, je trouve que ça fait 3215 ce truc là. Bon, pas de prise en glace, tous les ventilateurs s'ouvrent dans le bon sens. Ok, donc là on voit qu'il y a un peu de givre en sortie des tendeurs. Bon, après il faut que je trouve maintenant l'électrovanne. Faut que je trouve l'électrovanne, voir si elle est ouverte ou pas. Parce que j'entends pas le fluide passer là. Ou alors le détendeur il est bloqué. Donc j'ai l'impression que l'électrovanne elle est là-haut là. Parce que là en haut on a on voit les deux tuyaux en haut là, c'est la distribution. Donc on doit avoir deux lignes liquides. Attends, il n'y a qu'une ligne liquide là et il y aurait deux tuyaux vapeur. Parce que là en bas je la vois pas cette putain d'électrovanne. Alors là où il y a la flèche, on peut voir une électrovanne. Donc c'est l'électrovanne des portes. Donc c'est un surgelé mixte, bac plus porte. Donc c'est un vieux bac plus porte. Donc sur les vieux meubles, on a un évaporateur sur le bac et un évaporateur sur les portes. Sur les nouveaux meubles, maintenant, on n'a qu'un seul évaporateur au niveau du bac, c'est un évaporateur commun pour les deux. Donc là, ce que l'on voit, c'est l'électrovanne, donc du surgelé porte. Et là où j'ai mis la flèche, là, on peut voir
la vanne d'isolement de la ligne liquide, parce qu'on va voir qu'après, sur le bac surgelé, la vanne d'isolement est complètement inaccessible. Là on voit le tuyau, là, la ligne liquide elle vient ici, donc soit c'est une électrovanne commune pour tous les 3 meubles, mais je sais pas, je pense que c'est ça, donc si c'est ça, c'est le détendeur qui est bloqué. Et si le détendeur est bloqué, je vais arrêter le poste en froid, je vais y verser de l'eau brûlante et je vais le remettre en froid. Parce que là dessous il n'y a rien. Bon ben là j'ai trouvé quoi? Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Là j'ai trouvé une vanne liquide. Ah, je sais pas si on la verra la vidéo. Là on voit la vanne liquide, donc là vous pouvez y accéder, bon courage les gars. On voit que c'est les bacs surgelés, c'est la grosse merde en froid commercial, ça me casse les couilles ces bacs de merde là. Et là l'électrovanne elle est à dash là. Donc tu vois là, je sais pas comment ils font les monteurs, moi j'ai jamais fait de montage en froid commercial sur chantier. Mais quand je vois la position de l'électrovanne, je sais pas comment le mec a fait pour la braser et la souder quoi. Alors, c'est un magicien le mec, ou alors ça a été fait avant de mettre les PVC. Donc voici l'électrovanne. Donc je vois si elle est alimentée. Putain mais là l'électrovanne si elle pisse pour la changer, laisse tomber quoi. Là j'ai un truc comme ça, moi je suis vidé tout le linéaire et puis je ferme tout là. Donc je pense qu'il n'y a qu'une électrovanne pour les 3 bacs. Donc je vais mettre mon stylo magnétique voir si elle est allumée. Donc elle doit être allumée vu que les autres bacs sont bons. Donc là l'électrovanne est bien alimentée, donc là je regarde s'il n'y en a pas une autre, on sait jamais, je connais pas trop ces bacs là. Donc là on voit les boîtes de dérivation où elles sont là, c'est un problème électrique là, putain là tu miséras. C'est là où je vois que putain c'est un bout de galérien quoi. Là je rampe là je suis en mode rampage. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'autre électrovanne, il y a plein de merde dessous. Donc je vais enlever cette plaque là. Putain c'est la misère. Pourtant on entend passer un petit peu le fluide. Donc là ça se confirme, donc soit c'est le détendeur qui est bloqué, ou soit c'est je sais pas s'il y a un siphon contre siphon, soit c'est un bouchon d'huile, mais bon on est passé des girages, ce serait étonnant, je pense que c'est plutôt le détendeur qui est bloqué. Donc là ce que je vais faire c'est mettre de l'eau chaude. Alors ce que je veux dire c'est que souvent, alors ça arrive de temps en temps mais ça arrive pratiquement que sur le froid négatif, des fois ça arrive, en sortie de digivrage, il y a un bouchon qui se forme dans le siphon qu'il y a en sortie évaporateur. Parce que en sortie évaporateur, il va y avoir un siphon, donc la tuyauterie qui monte jusqu'au plafond, là où il y a la distribution liquide, et là où il y a la tuyauterie aspiration, et un contre-siphon en haut. Et ça, on le voit en sortie de digivrage, c'est-à-dire que si en sortie de digivrage, le poste ne fait plus de froid, et que l'électrovanne est alimentée, donc ça peut être le détendeur qui est mort, mais ça peut être aussi le siphon qu'il y a à la sortie de l'évaporateur qui est bouché par un bouchon d'huile, c'est-à-dire que l'huile s'est figée, le fluide ne peut plus circuler même si l'électrovanne est ouverte. Donc la technique pour déboucher un siphon, donc qui est bouché par un bouchon d'huile, eh bien il faut chauffer le siphon, soit à l'eau chaude ou au décapeur thermique. Et lorsque l'on a affaire à des très très gros bouchons, eh bien même ça marche pas. Après il faut couper la tuyauterie au niveau de l'aspiration, passer une aiguille dans le tuyau d'aspiration pour faire un raclage mécanique pour que le bouchon dégage. Donc ça c'est une opération dangereuse parce qu'il faut, avant de faire ça, vider l'évaporateur du fluide qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'au niveau de l'évaporateur, on aura une pression pratiquement au niveau de la HP vu que le fluide ne peut pas circuler et que l'électrovanne est ouverte et que le détendeur vu que le bulbe est chaud, sera ouvert à fond. Donc ça arrive pas souvent les bouchons d'huile, mais quand ça arrive, on le sait parce que il y a plus rien qui circule dans l'évaporateur. Et d'ailleurs ici, heureusement qu'il n'y a pas de bouchon parce que le siphon est inaccessible. Donc bien sûr, une installation en bonne santé, ça n'arrive jamais le figeage de l'huile dans les siphons. Donc en principe, quand il y a ça, ça veut dire que l'huile dans l'installation est pourrie. Donc après il faut faire des vidanges centrales, remplacer l'huile et remplacer les fils, quoi. Il faut faire la totale, quoi. Là je pulvérise de l'eau chaude sur le bulbe et de l'eau brûlante à 60-70 degrés au maximum. Et pareil sur la tête des tendeurs. Bien sûr le poste est en demande de froid pour que l'électrovanne soit ouverte et que le liquide pousse. Et si c'est bouché au niveau de la buse là, en mettant de l'eau là, de l'eau chaude, l'eau, si c'était une goutte d'eau, donc ça gèle, ça bouche la buse du détendeur, et bien ça dégèle et ça repart en froid. Donc là il faut changer le fil déshydrateur. Mais là je suis en astreinte et la journée va être très longue. Donc je ne vais pas le faire. Ça sera fait en semaine, ça, lundi. Donc il faut y penser à ça. Parce que vu où est la vanne départ liquide, à la limite le mieux c'est de tout ramener le fluide à la centrale. Pour pas se prendre le chou là. Donc là j'aurais pu démonter le détendeur, mais vu le bordel que c'est pour l'accès de la vanne, il faut tout ramener à la centrale, ça prend du temps, tout ça. Donc là je vais pas le faire. Alors sur les vieilles installations,
les détendeurs bloqués, ça arrive régulièrement. Donc on le voit hein, souvent en sortie de digivrage, donc avant ça marchait très bien, puis au bout d'un moment ça ne marche plus, c'est-à-dire qu'on descend à moins 10, mais on n'arrive plus à descendre à moins 20. Donc si la charge est bonne dans la centrale, on le voit vite, parce que tous les autres postes négatifs sur la température, donc ça veut dire que la charge est bonne. Sauf si ça peut arriver que ça soit un poste qui se trouve en bout de ligne, c'est-à-dire en bout de ligne liquide, là. Le poste qui est en bout de ligne, c'est-à-dire qui est au plus loin de la centrale, c'est le premier qui aura des problèmes de froid, souvent lorsqu'il y a un manque de charge. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, c'est un problème de détendeur bouché. Bouché ou colmaté par la glace, parce qu'il n'y a que la glace qui peut boucher ça. Donc ça serait de l'eau qui circulerait dans le réseau, et bon, comme on est sur du négatif, et bien l'eau ça fait, donc ça se fiche, ça change d'état, donc ça fait un petit de la glace, hein. Donc une buse c'est tout petit, faut pas grand chose pour boucher une buse, donc si de la glace, si un petit bout de glace se met dans la buse, et bien le fluide ne peut ne plus passer ou pas assez. Donc ça on le voit vite quand c'est ça, parce que on coupe le poste, on balance de l'eau chaude, on remet le poste en marche, on rebalance de l'eau chaude, et là on voit que l'évaporateur refait du froid, donc ça veut dire que le détendeur était bouché. Donc après il faut se méfier, parce que des fois il peut y avoir une fuite au niveau du bulbe, au niveau de sa charge en gaz. Donc quand on chauffe, ça repart en froid jusqu'à moins 17, moins 18, et au bout d'une demi-heure ça redescend à moins 10. Donc ça veut dire que le détendeur est mort et qu'il faut le changer, parce que le bulbe, c'est-à-dire son train thermostatique, est en train de perdre sa charge. Là je sens le fluide passer dans le tuyau, ça vibre là. J'entends aussi le sifflement là. Donc ouais, là putain, là il est reparti en froid pour moi là. Donc je vais remettre la plaque, je vais attendre un peu. Là c'est pareil, là je suis dans la salle des machines, donc cette bouteille là, il y a le niveau là, on voit il est de l'autre côté là. Mais ce qui est pourri, c'est que les bouteilles sont pas repérées, elles ont les mêmes dimensions à peu près là. Le seul truc qui change, c'est que le départ de la ligne liquide est plus petit ici. Celui-là il est plus gros, donc celui-là ça a l'air d'être le froid positif, celui-là ça a l'air d'être le froid négatif. Mais bon, ça coûte rien de repérer les bouteilles quoi, surtout quand tu découvres l'installation, tu vois. En astreinte, là tu galères pour des conneries. Ah ouais. Donc là je vais voir si le détendeur s'est débloqué, je vais lui remettre de l'eau chaude sur la gueule. Mais j'ai l'impression que le détendeur est HS. Hein. Parce que ça redescend un peu, on voit clairement sur le schéma qu'il se passe quelque chose, mais voilà quoi. Faudrait le démonter, voir. Donc on voit qu'il descend là, on est à moins 8, les autres sont à. Non, on le voit pas, c'est pas marrant. Hein. C'est à moins 8 degrés. Tous les autres bacs sont à moins 22. Donc là je lui remets un petit coup dans la gueule. Donc il y a un truc qu'il faut savoir quand tu fais ça là, faut faire très attention. C'est que ces petits ventilateurs de merde carrés sont tout fragiles. Et s'il y a de l'humidité dans l'air, donc c'est le cas là, j'envoie de l'eau chaude là. Et donc là on sera à moins 10 là. Et bien l'humidité va geler sur les pales du ventilo. Et en gelant, ça les bloque. Ils sont tout fragiles ces ventilos de merde. Donc ça souvent en point négatif, ça c'est la misère quoi. Surtout quand on fait des entretiens, qu'il y a une prise en glace, et si on met pas ça là, le froid vient ici et ça bloque les ventilos à cause de l'humidité. Là j'entendais le bruit là, de la glace là, et donc je vais arrêter. Donc là je pense qu'on est bon là. Au niveau du froid. Donc là on peut voir qu'après mon intervention, la courbe passe de 0 et pratiquement à moins 10, mais on voit qu'à moins 10 il y a un souci là, ça stagne. Et là on peut voir sur la supervision que le premier digivrage se fait après 6h, vers 6h30. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai monté l'alarme à plus 15 de ce bac là. Et je vais dire au client de ne pas remplir jusqu'à lundi, voilà. Alors pour faire une synthèse de cette intervention-là, donc cette intervention est intéressante hein, parce que ça peut arriver souvent ce genre de choses, et plus particulièrement en astreinte. Donc là où il y a la flèche, on peut voir que la température monte et c'est là où j'interviens et c'est là où je mets de l'eau chaude. Donc lorsque je repars en froid, tu vois que la courbe descend, mais tu vois que la courbe vers moins 10 n'arrive plus à descendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le détendeur est mort, ou alors qu'il y a de la gaze qui s'est reformé dans le détendeur au niveau de la buse. Donc là pour bien faire il faudrait démonter le détendeur, mais comme je l'ai dit, les vannes d'isolement du meuble sont complètement inaccessibles et qu'il faut aller isoler tout ça à la centrale. Donc c'est une opération quand même assez lourde dans le sens où ça prend beaucoup de temps. Et quand tu es d'astreinte, ce qui va te manquer, c'est le temps. Donc le bac est vide, ça veut dire que la marchandise ne peut plus être perdue. La marchandise est mise dans la chambre froide négative, donc il n'y a plus de risque à ce niveau-là. Donc comme c'est une intervention qui peut prendre plusieurs heures,
Donc je prends la décision, donc je le dis là, de monter l'alarme à 15 degrés. Le meuble, je le laisse en marche. Par contre, dans mon bon de travail, je dis au client de ne pas charger le bac jusqu'à lundi, parce que lundi, il y aura une autre intervention pour contrôler le détendeur, voire le changer. Donc en mettant la température à plus 15, je supprime l'alarme, comme ça, bon, je suis d'astreinte, je sais pas emmerder. Mais le bac est vide. Donc après, le client fait ce qu'il veut. S'il met la bouffe, s'il y a un souci, si la bouffe dégèle, il pourra s'en prendre qu'à lui-même, c'est-à-dire qu'il pourra pas dire à l'entreprise, votre frigoriste me dit de mettre la nourriture, je l'ai perdu, c'est vous qui allez payer. Parce qu'il faut jamais oublier qu'en froid commercial, lorsqu'il y a des pertes de marchandises, le directeur du magasin ou le propriétaire du magasin va se poser la question, qui c'est qui paye? C'est le magasin ou c'est l'entreprise de froid commercial qui est censée faire la maintenance sur mon site et s'occuper de moi en astreinte? Voilà, donc une fois que tout est marqué, après le client fait ce qu'il veut, s'il y a un souci, c'est pour lui. D'ailleurs, j'ai bien fait de pas faire l'intervention, parce que mon collègue a été le lundi, ça s'est mal passé dans le sens, comme les vannes d'isolement sont inaccessibles, il a dû ramener tout le fluide à la centrale, mais le réseau quand même, il est assez grand, donc ça se fait pas en 5 minutes. Donc tu vois, quand tu brasses le détendeur sur la batterie de l'évaporateur, comme les vannes d'isolement sont inaccessibles, la vanne d'aspiration n'est pas fermée, ça veut dire que tu peux avoir un retour de vapeur, donc de fluide frigorigène par la BP. Comme le réseau est énorme, donc lorsqu'il a ramené tout le fluide dans la centrale, il y a toujours de la vapeur qui dégaze de l'huile. Et ça peut durer un certain temps. Donc lorsque tu amènes une flamme là-dessus, sur des vapeurs de fluide frigorigène, donc là c'est donc avec le chalumeau, et bien tu es obligé de travailler avec le masque à gaz, avec la cartouche qui va bien, parce que tu produis des gaz très toxiques. En plus c'est un bac, donc ça reste dans le bac, et d'après ce qu'il m'a dit, le gaz arrivait à lui brûler la peau, quoi. Donc c'est pour te dire la toxicité de la manœuvre. Donc là tu vois bien pourquoi c'est très important que les vannes d'isolement de l'évaporateur restent toujours accessibles. Donc là on peut se poser des questions. Donc les mecs ont mis des vannes d'isolement mais elles sont complètement inaccessibles. Donc quel est l'intérêt? Pour moi c'est débile parce que ces vannes ne peuvent pas accomplir leur fonction. Donc quand tu te lances dans ce genre d'intervention, il vaut mieux éviter de le faire d'astreinte si c'est possible. Bon des fois t'as pas le choix. Hein. Si c'est par exemple une chambre froide négative qui est pleine et que la chambre froide négative on peut pas la vider. Pour vider une chambre froide négative, il faut un camion frigorifique. Donc dans ce cas-là, oui. Mais une intervention sur une chambre froide négative, c'est beaucoup plus facile que sur un bac négatif. Parce que sur les évaporateurs chambre froide négative, on a accès aux vannes d'isolement. Comme tu peux le voir, les bacs négatifs, c'est la merde, quoi. C'est la merde, les bacs négatifs, c'est la punition. En intervention, c'est la misère à chaque fois. Donc voilà pour cette petite intervention. En tout cas, là, tu vois la photo, là, on voit que la vanne d'isolement et l'électrovanne est inaccessible. Donc si tu es monteur sur RC Vidéo, explique-moi comment tu fais pour mettre l'électrovanne, la vanne d'isolement au milieu du meuble. Parce que ça pour moi c'est un mystère. Parce que si la vanne d'isolement fuit au niveau du pressé-toupe ou si l'électrovanne est HS, comment tu fais pour changer ça? Parce qu'en plus, de l'autre côté, il y a un autre meuble, donc les meubles sont dos à dos, et donc c'est vraiment inaccessible. Donc ça c'est une question que je me pose là, c'est une grande interrogation ça. Parce qu'on peut le voir des fois sur la vanne liquide, il peut y avoir une fuite au niveau du pressé-toupe. Au niveau de l'électrovanne aussi, il peut y avoir des fuites. Donc à un moment donné, il faut les changer. Et ce qu'on a vu au début de la vidéo, là, le problème de température trop de la tête de gondole. Donc faut savoir que les résistances des girages sont mortes. Donc il y avait une prise en glace. Donc c'est pareil, j'ai dit au client, la tête de gondole, vous la videz, on verra ça lundi pour la prise en glace. Donc là, bon l'intervention là, elle est finie là. Donc là je suis parti pour retourner donc là chez moi. Donc là je suis prévu, donc il est 7h55, 8h50, j'ai une heure de route quoi. Sauf si je suis appelé en cours de trajet pour aller ailleurs. Donc là je suis arrivé chez moi à 8h55 et je viens juste de recevoir un autre dépannage pour aller dans un fast food là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller me boire un café avant d'y retourner, voilà. Donc là c'est la deuxième intervention. Donc le site est pas loin, ça serait pour un fast food, une chambre froide négative, problème de température trop haute. Alors là le trajet était pas long, début d'intervention 9h25, parce que là la monte elle avance là. Donc là on peut voir une petite prise en glace, hein. Donc je l'ai traitée rapidement celle-là. Probablement une porte mal fermée. Donc là j'ai dit j'y vais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'à l'intérieur, ici c'est bon là, mais ici c'est plein de glace. Putain, la gueule des moteurs quoi. Mais là c'est une blague là, quand je vois l'épaisseur de glace là, boudicon, ça me gave quand je vois ça quoi. Comme si le mec aurait pas pu l'appeler en semaine, hein. Alors, on est samedi là, je vais me casser les couilles là-dessus là. Putain, alors je suis debout depuis 4h du mat là. Putain, le support de moteur est vraiment bizarre là, hein. Des moteurs comme ça j'en ai pas. Hein. Donc là je vais enlever toute la glace. Alors celui-là de gauche, je viens de le finir
plus de prise en glace, je vais remettre les vis après. Donc là celui-là là, il est complètement aussi prise en glace, donc là je vais me le faire aussi là pour libérer le détendeur. Et celui-là il y en a un petit peu, je vais le faire après. Bon là la glace je l'ai enlevée, donc là je vais remettre les grilles. Donc là heureusement que les produits sont emballés parce que j'ai foutu de la flotte partout. Donc là ce que je vais faire là maintenant, parce que là on est à 2 degrés dans la chambre froide négative, au niveau de l'air après pour le reste c'est bon. Donc là je vais remettre les grilles, je vais le faire repartir en froid. Et après je fais de l'autre côté là, parce que de l'autre côté il y a le raccordement des résistances électriques. Et là je me demande si les résistances sont vraiment fonctionnelles. Parce que pour qu'il y ait autant de glace à l'intérieur, souvent c'est à l'extérieur que se trouve la glace. De l'évaporateur là c'était tout à l'intérieur. Donc là ce que je vais faire, là il n'y a pas de glace, je vais relancer en froid et après je ferai un test avec le digirage. Comme ça je vais voir si elle fonctionne, et si elle fonctionne, ben c'était bien un problème de porte ouverte. Donc ça c'est le groupe de concentration de la négative, hein. Et ça cette petite mer ça va être le positif. Il est vraiment petit, hein. Pour électrone liquide, donc là je vais l'ouvrir juste pour voir si s'il n'y a pas un disjoncteur qui est tombé, parce qu'en principe la résistance de dégivrage, les disjoncteurs sont à l'intérieur. Donc les résistances de dégivrage ça serait le KM9 avec le Q9 là-haut. Bon, je vais amener mon testeur, je vais contrôler ça, s'il y a du jus, après je vais lancer un digirage forcé. Donc là toutes les résistances de dégivrage sont bonnes. Donc pour accéder à l'intérieur du groupe, il faut ouvrir ça, heureusement qu'ils ont mis une grille là. Moi ce que je veux voir c'est le voyant liquide là. Il a l'air d'être plein ce voyant. Bon je vais le remettre en marche ce truc. En tout cas c'est plutôt gêne, hein. Ah, le jour ça va lâcher ça. Donc là on peut voir qu'on sort du fil déshydrateur là. Donc là on est en liquide, je vois que le voyant il est plein. Mais là ce qui est marrant c'est que là, ce qui est marrant, je sais pas trop ce que c'est ça. Là il y a un piquage là. Là il y a une électrovanne. Ça va dans ce truc là. Là c'est bizarre, on dirait que ça a été soudé là. Et ça va donc, je crois que c'est pour refroidir le compresseur scroll. Là il a un cliqueson là, pour le refoulement. Et là il y a une électrovanne là-bas, je sais pas ce que c'est là. Ah oui non c'est le variateur de tension là. Parce que ce ventilo il est sur variateur de vitesse. Donc là la ligne liquide est pleine, tout est beau. Je sais pas comment c'est quoi ça. Ça a l'air d'être une détente, c'est un détendeur mais c'est bizarre. C'est bizarrement foutu ce machin. Parce que l'électrovanne là, je sais pas où va le câble, ou alors ça va directement peut-être sur le cliqueson qui est ici, je sais pas, suivant la température de refoulement. Je l'ai pas ça sur le schéma électrique, enfin, je l'ai pas vu. Donc là je viens de finir l'intervention donc à 11h20 là, donc prise en glace, grosse prise en glace ça, sur cette chambre froide. Donc dans le fast food, donc là mauvais point pour le fast food, il m'a pas payé le café quand j'ai fini l'intervention, alors je me suis bien quillé le cul dans cette chambre froide négative. Donc là j'ai été appelé pour un autre dépannage, donc là ce que je vais faire là, parce que c'est la supervision qui a, quoi c'est la supervision, c'est l'alarmiste qui a appelé, là je vais aller chez moi là comme je suis pas très loin là. Je vais me connecter à distance puis je vais aller bouffer. Parce que bon faut savoir qu'en astreinte, si tu prends pas le temps de bouffer, de pisser, de chier, t'enchaînes du 4h du matin jusqu'à 22h du soir quoi, pratiquement. Encore en plus aujourd'hui il fait frais quand même. Donc voilà. Donc là je suis parti à 4h35, on m'a appelé à 4h15, il est 11h20 et j'ai pas fini là. J'ai pas fini la journée quoi. Donc là il est 11h40, là je viens de rentrer chez moi, j'en ai profité pour faire le plein d'essence que j'étais à mi-réservoir, il faut faire gaffe en astreinte le week-end vu les distances, en tout cas moi les sites que j'ai, les distances sont super grandes. Dès qu'on arrive à mi-réservoir il faut faire le plein parce que si on sort de nuit, si on va dans la cambrousse c'est trop risqué. Donc là je vais me connecter à distance sur le site. Si je peux me connecter à distance, j'appellerai l'alarmiste pour voir si le défaut est toujours présent. Et si le défaut est toujours présent, j'appellerai le client. Et je vais en profiter pour bouffer. Et j'espère que j'aurai pas à sortir, comme ça je pourrai faire une petite sieste. Donc là j'ai de la chance, j'arrive à me connecter à Action Froid sur le site là à distance. Et là qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'à 8h, on a la température qui est montée en dessus de moins 10. Jusqu'à 10h, 11h, c'est-à-dire que là cette putain de porte est ouverte. Donc là un digirage s'est lancé automatiquement là.
Ou alors c'est le client qui l'a lancé. Donc là, je vais l'appeler là pour aller contrôler cette putain de chambre froide qui ferme cette putain de porte. Donc là, ce que je te montre là, c'est que quand tu es d'astreinte en foire commerciale GMS, donc grande et moyenne surface là, pour les supermarchés, les hypermarchés, etc., tu as un PC d'astreinte pour pouvoir te connecter à distance sur les sites, c'est-à-dire les supermarchés, les hypermarchés, et puis si tu peux avoir des de petits entrepôts agroalimentaires, etc. Donc là, j'utilise le PC d'astreinte. Je me connecte sur le site, je vois que c'est pas grand chose, quoi. Je vois que c'est une porte qui est ouverte, donc je peux lancer, donc il y a une prise en neige sur l'évaporateur, donc c'est pas vraiment de la glace, hein, mais l'évaporateur est bouché. Je lance un digivrage et le problème doit disparaître. Mais malheureusement, tu as énormément de sites où tu ne peux pas te connecter, par exemple avec Action Froid, parce qu'Action Froid utilise un modem et des fois il y a des magasins, les lignes sont coupées pour X raisons, donc tu peux pas te connecter. Ce qui marche le mieux en astreinte, c'est tout ce qui est connexion par le biais d'internet, c'est-à-dire qu'il y a des supervisions qui seront sur le réseau, sur internet, donc là ça marche assez bien ça, avec une adresse IP. Mais voilà, donc les connexions chez soi, t'en fais un paquet. Hein. Donc là il est 14h35, donc là c'est la 3e intervention de la journée où je sors, hein. Je compte pas les interventions où je me connecte sur le PC pour voir si des sorties de digivrage, les alarmes, sorties de digivrage, ce genre de choses. Donc là je suis à 25 minutes de route du prochain site et ça serait une température trop haute, donc je vais aller voir ça. Donc je me suis connecté à distance, ça ressemble à un manque de charge, mais j'ai vu qu'hier ça redescendait bien, donc ça c'est comme s'il y avait une prise en glace, mais bon c'est bizarre quoi. Donc là j'arrive sur le site à donc 15h11, 15h10 et je viens de recevoir un autre dépannage, donc je vais faire celui-là rapido et après je vais aller sur l'autre. Donc là, on dirait une prise en glace. Donc là, ça se confirme une prise en glace. Donc là, je vais directement prendre le jet d'eau. Parce que c'est une vieille supervision de merde là. Une version d'Action Froid que je connais pas. Là, j'arrive à pas arrêter le poste à distance. Donc j'ai monté les consignes, mais je sais pas si ça marche. Il te faut tous les raccords possibles et imaginables pour te raccorder avec ton putain de tuyau. Parce que là, j'ai pas les raccords pour ça. Je pense pas. Là, je peux pas me raccorder, c'est de l'eau froide, c'est de la merde. En plus, c'est un truc qu'il faut appuyer, je suis niqué. Et ça, là, ça c'est un robinet esthétique, mais c'est de la grosse merde, ça. Ça va être interdit, ça, dans les supermarchés, ça. Et là, je peux pas y brancher mon truc, là. Donc là, j'étais un peu sauvage, là. J'ai viré le... Non, il est ici, là. J'ai viré la lumière de merde pour avoir accès au évaporateur facilement, parce que là, j'ai pas de... Je peux pas m'accorder avec mon jet d'eau, parce que j'ai pas les bons raccords. Je suis niqué. Donc je vais faire ça à l'ancienne. J'essaierai d'enlever la plaque ici, là. C'est de pouvoir verser directement le truc, ça là, directement comme ça là, ça va beaucoup plus vite. Là je vois que l'évacuation n'a pas intérêt de boucher cette connasse, ça va vite m'énerver là. Parce que là, je ne cache pas que j'y vais comme un gros bourrin. Parce que ça me saoule de galérer comme un cotard pour des raccords à 3€, parce que ta boîte ne va pas te les payer, elle te casse les couilles. Après il y a les mecs qui vont chialer parce que... Mais pourquoi tu démissionnes? Quoique aussi on peut se raccorder là je dois avoir le raccord je pense. Bon là c'est trop tard. Mais ça en principe il y en a dans tous les magasins ça. Bon ben là j'ai fini de le digérer, maintenant il faut que je remette la plaque ici, les plaques là, que je raccorde les éclairages et puis voilà que je remette les plaques et puis je vais aller voir la supervision. Comment ça se présente. Tu vois, pour remettre cette merde à l'intérieur c'est la galère. Donc une technique, tu mets le tournevis dedans pour le bloquer là, parce que ça quand ça tourne et quand tu le mets mal, tu niques l'hélice, c'est tout un bordel là. Voilà, donc là j'ai réussi à le remettre tout seul. Là je le tire et c'est reparti. Donc là je regarde si j'ai pas défoncé l'hélice. Ouais, ça a l'air d'être bon, ça tourne. Ça touche pas, ça fait pas de bruit. Ça. Voilà. Bon ben ça y est, j'ai remonté ce bordel là. Par contre là j'ai tout mis en vrac là, je sais pas comment ça se monte ce bordel là. Donc j'ai remis les éclairages, tout ça. Bon, c'est reparti. Je suis content, j'ai rien cassé. Donc là sur cette photo de la supervision, on peut voir qu'après mon intervention, la courbe chute au niveau de la température. Parce qu'en éliminant la prise en glace, j'ai libéré l'évaporateur et donc l'air peut passer à travers et donc le transfert de calories peut se faire. Donc après sur cet écran là on peut voir que la veille il y avait un souci, hein. On peut voir qu'on avait eu une température alarme trop haute, quand on voit en bas là les petits carrés rouges là. Donc ça veut dire qu'il y avait une alarme froid.
Mais on peut voir que ça a disparu là, vers 18 h on est revenu à 4 degrés, donc probablement dû au digivrage. D'ailleurs sur cet écran on les voit pas les pics de digivrage. Donc ça c'est encore un autre jour, on peut voir un peu le comportement du meuble. Et donc lorsqu'il y a une prise en glace, il faut se poser la question du pourquoi il y a la prise en glace. Donc là ce magasin là je ne le connaissais pas. Donc c'est un magasin avec une vieille régulation et donc justement j'ai des problèmes avec Action Froid parce qu'avec Action Froid vous avez des postes régulés et non régulés. Donc ici c'était des postes non régulés, ça veut dire que la supervision est juste là pour faire du contrôle de température, c'est-à-dire que s'il y a une alarme froid, eh bien ça la détecte et ça envoie le défaut à l'alarmiste. Par contre on ne peut pas changer les consignes depuis la supervision. On ne peut pas lancer les digivrages depuis la supervision, on ne peut pas arrêter les postes, c'est juste de la lecture et de l'enregistrement donc de température. Le problème c'est que souvent lorsqu'on a ça sur Action Froid, on a les carrés qui sont de couleur marron, en tout cas ils sont d'une couleur particulière, alors que sur celle-là, les carrés sont bleus, comme si c'était une supervision normale, c'est-à-dire une supervision où on peut avoir des actions sur les postes. Donc c'est pour ça qu'au début, bon là je ne l'ai pas pris en photo, mais j'essayais d'arrêter le poste, de lancer un digivrage, tout ça, ça marchait pas, je comprenais pas. Donc comme j'avais mon autre dépannage, donc après la prise en glace, j'ai vu que ça descendait en température. J'avais l'autre dépannage à faire, donc c'était en plus sur une chambre froide négative, on va le voir juste après. Et donc bon, j'ai pas bataillé, je suis parti, sans savoir pourquoi il y avait eu la prise en glace. Donc la prise en glace a eu lieu parce que le vieux régulateur qui avait au-dessus du meuble, que je n'ai pas vu d'ailleurs, donc c'est des trucs vraiment très anciens, d'après ce que j'ai pu comprendre, le régulateur était mort. Le digivrage ne fonctionnait plus. Donc lorsque le digivrage ne marche plus sur un poste positif, bah, vous avez une prise en glace. Et c'est souvent de là que viennent les prises en glace sur les postes positifs avec les ventilateurs HS. Et l'évacuation des bacs des condensats bouchés, donc l'eau ne s'évacue plus, ça déborde et des fois ça prend en glace aussi. Et j'allais oublier, lorsque les clients mettent de la marchandise sur la reprise, sur les grilles de reprise, et bien quand les grilles de reprise sont bouchées, et bien ça prend aussi en glace. Et aussi quand l'entretien du magasin n'a pas été fait depuis très très longtemps, on peut voir que les nids d'abeilles se colmatent et ça provoque aussi une prise en glace. Donc j'ai un collègue qui a intervenu le lundi pour ce poste-là. Donc j'ai quitté l'autre client 4h10, là je suis donc au 4e client. Donc j'espère que ça va être rapide. Mais bon, l'autre client j'y suis resté 1 heure quoi, pour une petite prise en glace. Donc là le client je l'appelle, je l'ai au téléphone et il me dit qu'il y a un problème avec la chambre froide négative du supermarché. Donc je lui dis c'est quoi le problème exactement, est-ce que c'est un problème de température haute? Donc je tombe sur une caissière ou une chef de caisse, elle me dit qu'il y a un problème de chambre froide négative mais elle me dit pas exactement c'est quoi le problème. Voilà, donc comme je suis pas loin du magasin, j'y vais, je suis à 10 minutes, un quart d'heure, parce que là j'y vais mais j'y vais pour rien, là je me fais avoir. Parce qu'il faut savoir qu'en astreinte, tu ne sors jamais pour un problème de fuite au niveau des condensats. Je ferai un point à la fin de la vidéo pour te dire exactement quand est-ce qu'on sort d'astreinte, mais ça c'est pas un problème critique pour la chambre froide négative, la température est bonne, les produits ne risquent pas d'être perdus. Donc ça peut attendre, parce que le but de l'astreinte c'est de pas sortir pour des babioles quoi. Il faut se réserver pour des vrais problèmes comme par exemple les défauts centrales, que ce soit défaut d'huile ou autre. Par exemple, comme la vidéo froid 260 où tu as la centrale booster du supermarché, donc le froid positif et le froid négatif qui est complètement à l'arrêt. Donc ça, oui, là en astreinte, c'est vraiment une urgence ça. Et donc tout ce qui est fuite d'eau, fuite de condensat, groupe logé en panne, tout ça, en astreinte, on sort pas pour ça. Donc je vais sur le site et je me rends compte que c'est un problème d'évacuation des condensats de la chambre froide négative. Et je me dis que c'est con, parce que je suis venu pour rien et je vais très vite partir. Donc des fois on peut voir des trucs bizarres, Donc là il n'y a pas le calorifuge, là je sens que le cordon il est chaud là. Et il est chaud. Ça c'est la sonde de temps. Ouais hein, c'est un cordon chauffant ça. C'est marrant, ici il est bien chaud là. Là c'est froid, là c'est chaud. Bon là ce que je vois c'est que là c'est pété là. Donc là il doit y avoir une vis, mais là ça doit être rien, ouais, je sais pas, peut-être plus en glace, non, je dirais pas. Donc là ça a fait ça là. Voilà, donc là il me faudrait un truc pour le tenir, là je vais lui foutre du scotch, je sais pas ce que je vais y mettre là, en attendant, ça va attendre lundi ça. Je vais pas me le faire maintenant parce que j'ai un autre dépannage qui m'attend encore. Donc là j'ai cassé le haut de la petite montagne de glace parce que j'ai pas de purin dans le camion là. Donc là vu que c'est de la glace bien épaisse il faut un purin, donc si ça pisse, et bien ça pissera là, donc là il faudra revenir lundi là, parce que là en plus il n'y a même pas de calorifuge. Et là le truc il a pété, donc il faut refaire un support. Bon voilà quoi. Voilà, donc là je me casse, parce que j'ai plus d'argent à faire. Je vais voir si le dépannage que je viens d'avoir là, qui a 1h15 de route là,
si c'est urgent ou pas. Donc là, je viens de finir l'intervention, la 4e. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est la 4e. Donc là, j'ai une demande d'intervention là, à 1h15 de chez moi. Là. Donc là, ce que je vais faire, là, je vais me connecter. Je vais aller chez moi, c'est à 20 minutes. Comme ça, peut-être que c'est une sortie de dégivrage, ça aura le temps de disparaître. Et après, je vais me connecter de chez moi. Donc là, ça va être la 5e intervention. J'espère que je n'aurai pas à y aller, quoi. Donc là, je suis chez moi. Donc c'est cool, la température baisse un peu. On voit qu'il fait 24 degrés dehors, mais bon, même qu'on a des vieux sites que la température baisse ou pas, on a toujours des emmerdes. Donc là, je vais aller me connecter, voir ce site qui est loin là. Et si je dois y aller, ben, je vais bouffer avant, tranquille. Et puis voilà, quoi. Donc là, c'est ma 5e sortie. Donc là, je vais à un site qui est à 20 minutes d'ici. Donc j'ai 2 dépannages en même temps là en cours, donc sur des bacs surgelés. Donc là, je vais aller sur le plus important là, parce que là, d'après ce que j'ai compris, c'est des bacs ouverts dans des magasins là. Et l'autre, c'est des postes surgelés. Donc manque de bol, c'est 2 magasins de merde. Il n'y a pas de supervision. En tout cas, ça marche pas la connexion à distance. Donc là, j'y vais et j'en ai plein le cul de cette astreinte de merde. Et on est que samedi. En plus, les températures, comme on peut le voir, elles sont quand même relativement fraîches. Quoi. Je rajoute un petit complément d'information alors que je dis que c'est un site de merde. Pour moi, un site où tu peux pas te garer, par exemple, il y a des sites en centre-ville, c'est un cauchemar quand tu vas en fourgon, ou un site où tu ne peux pas te connecter, hein, donc là c'est surtout pour les sites type supermarché ou les sites quand même assez gros, eh bien c'est un site de merde parce qu'on est en 2016, faut pas déconner. Quoi. Donc voilà encore une intervention de merde en astreinte. Donc là l'électrovan, j'ai vu qu'il y avait un champ magnétique, donc on est reparti en froid. Donc là on a un régulateur des années 60, là, je sais pas ce que c'est ce bordel là, ça me fait flipper quand je vois ça là. Pas de schéma, rien, tout est pourri. Donc là on a une horloge de digivrage. Vraiment le bac il est vieux quoi, c'est une misère. Donc le client s'inquiétait parce que le linéaire il est vachement long, la chambre négative est pleine, ça veut dire qu'il peut pas vider. Et donc là ce qu'on voit là, vous voyez là cette horloge de merde là, à chaque fois j'ai un doute là. Donc là je dis que j'ai un doute parce que cette horloge là je la déteste parce qu'elle est pas intuitive comme l'autre qu'on va voir juste après. Après on va voir l'autre là qui est pas mal, là, celle-là je l'aime bien. Mais là par exemple on peut faire un test là d'après toi là. Il est quelle heure sur l'horloge de digivrage? Et donc là tu peux appuyer sur pause pour y réfléchir. Donc là on voit que les digivrages, c'est pas pour Picou, ils sont entre 15h, 16h, 10h, 11h et 7h, 8h. Donc c'est ici là. Et là si on prend ça en référentiel, là, ce trait noir, il serait 20h. Donc là c'est un bac qui est super long là. Et qui va jusqu'à là-bas. Donc je vais essayer de choper l'autre horloge de digivrage pour voir si ça correspond. Voilà. Donc là l'alarme serait partie. C'est-à-dire que j'ai un contacteur à l'intérieur, je sais pas ce qu'il y a, ils ont foutu des thermostats là. Et ça va sur un contacteur auxiliaire, donc c'est une boucle sèche, et dès qu'il y en a un qui merde, boum, ça envoie un défaut à l'alarmiste. Donc là, quand je vois ça, heureusement que le problème est pas trop grave, parce que sinon au secours. Au secours. Bon ok. Cette horloge là fait toute cette longueur de bac. Donc là, moins 22, ça a l'air d'être la température alors. Là, l'horloge de digivrage, c'est pas du tout le même. Donc là, tu vois, cette horloge là, la flash là, donc c'est des horloges à aiguille hein, comme l'autre, mais celle-là, elle est vachement mieux parce qu'il n'y a pas de fioriture. Là, il n'y a pas d'erreur de lecture. Tu vois, c'est vraiment une horloge où même si tu es fatigué, donc tu vas réussir à bien la lire. Même si tu es très fatigué parce que l'astreinte, tu vois, je suis debout depuis 4h du matin. Là, au moins, quand tu fais tes lectures, à quelle heure ça dégivre, combien de temps ça dégivre, tu peux pas te planter. Donc là, celle-là, elle est top. Cette horloge de dégivrage. Alors, le site où je suis intervenu, c'est un site qui est très vieux. On le voit à la tête des bacs, hein, on voit que le régulateur, c'est pratiquement un truc que l'on trouve dans les musées, hein, c'est vraiment hyper vieux. Donc, c'est un magasin qui doit avoir plus de 20 ans. Bon, le magasin, il est en fin de vie, hein. Et donc, il y a une alarme température haute. Donc dans ces vieux magasins, il faut savoir qu'il n'y a pas de supervision. Donc ça veut dire qu'on peut pas se connecter à distance. Et s'il n'y a pas de supervision, il n'y a pas d'enregistreur de température. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur le site, on peut même pas consulter les températures. Donc le système d'alarme température haute sur ce type de bac, ça marche comment? Dedans, alors dans les bacs, il y a
Des sondes de température ou des thermostats. Alors je sais pas si ça a été rajouté ou si c'est le régulateur, le vieux truc qu'on voit qui le gère. Alors on va partir sur des thermostats. Tous ces thermostats sont raccordés en série sur un contacteur auxiliaire. Donc c'est ce qu'ils appellent en foi commerciale la boucle sèche. Donc lorsque la boucle est bonne, le contacteur auxiliaire est alimenté. Lorsque la boucle n'est pas bonne, le contacteur auxiliaire n'est plus alimenté. Et sur ce contacteur auxiliaire, il y a sur un des contacts, donc le NC, il y a ce qu'ils appellent une boucle PTT. C'est-à-dire que le magasin, il doit avoir un autocom, bon, un système de téléphone professionnel. Et donc, lorsque ce contact se ferme, ça envoie un signal à une société extérieure, ce que l'on appelle l'alarmiste. Et donc, l'alarmiste, lui, il voit qu'il y a un défaut. Bon, l'idée est là, hein. Donc ça, c'est dans les vieux magasins. Et même dans les magasins moins vieux, il y a toujours une boucle. Il peut y en avoir plusieurs qui envoient le défaut à l'alarmiste. Ce qui fait que l'alarmiste, lui, sait qu'il y a un défaut froid, mais il ne sait pas quel est le défaut. Donc c'est pour ça qu'après, suivant l'heure, il appelle le magasin ou le frigoriste d'astreinte. Donc s'il appelle le magasin en journée, ben, c'est eux de voir c'est quoi le défaut. S'ils sont incapables de voir d'où vient le défaut, après ils appellent le frigoriste. Après c'est au frigoriste et ben, de se déplacer pour voir quel est le défaut vu qu'on ne peut pas se connecter à distance. Donc ça, ces magasins-là, c'est un cauchemar en astreinte parce qu'il n'y a pas de supervision, tout ça. Donc c'est la galère. Surtout quand on se déplace pour des conneries, quoi. Parce que comme je t'ai déjà dit, suivant ta zone géographique, tu peux avoir un magasin comme ça à plus d'1 heure de route. Donc tu vois, si le magasin est 1 heure de route aller-retour, ça fait déjà 2 heures. Et t'as pas encore commencé à bosser, donc tu vois que dans la journée, si tu fais plusieurs sites comme ça, tu peux faire des journées de 10-15 heures facile. Mais j'en parlerai à la fin de la vidéo de ça. Du nombre d'heures que tu peux être amené à faire en astreinte lorsque tu fais du froid commercial en GMS, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces, les supermarchés, les hypermarchés, les petites supérettes, les fast-food. Et donc lorsque je suis sur le site du client, à un moment donné, je vais à la salle des machines et je vois que le contacteur auxiliaire, donc le contacteur auxiliaire qui indique le défaut à l'alarmiste, hein, celui-là de la boucle sèche, est collé, donc je vois que les bacs ne sont plus en alarme. Donc après je dis au gars, là, au directeur, là, au responsable du magasin, d'appeler l'alarmiste pour savoir si le défaut est toujours présent. Donc le défaut n'est plus présent, donc je lui dis que écoutez, lundi je ferai venir quelqu'un pour voir un petit peu d'où pourrait venir le défaut. Mais bon, comme je lui ai dit, si vous avez un début de prise en glace, il faut vider tous les bacs. Sauf que le gars me dit il n'y a pas de place dans la chambre froide négative. Donc je lui dis qu'à un moment donné, il va falloir trouver un créneau pour vider les bacs. C'est-à-dire attendre un moment où la chambre froide négative sera vide pour pouvoir faire tous les contrôles qu'il y a à faire. Donc là, l'intervention vient de se terminer, 20h42. Là, donc là, je pars sur un autre site. Donc là, je vais sur un autre site, 20 minutes. Problème de température trop haute, du surgelé encore pour me casser les couilles. Donc ça va être la 6e intervention de la journée. Donc là je viens d'arriver sur le site, il est 21h. Donc il est 21h20, l'intervention a duré 20 minutes parce que le client déjà ça faisait 30 minutes qu'il m'attendait là, donc il voulait rentrer chez lui. Vous arriverez à destination. Donc j'ai laissé, quand j'ai lancé un digivrage sur le meuble surgelé, donc il y avait une prise en glace, mais la clim est en panne, donc c'est une porte qui s'ouvre ouverte dans la journée, et on voit que dans l'après-midi, bon voilà c'est le carnage là. Donc il faudrait décaler les heures de digivrage plutôt vers 18h, donc là je vous montrerai une photo là dans la vidéo. Bon mais voilà, le gros souci qu'il y a c'est que là j'ai pas le temps, là j'en ai plein le cul là depuis 4h du matin là. Donc là je devrais rentrer chez moi vers 21h40 et j'espère que cette nuit je vais pas sortir. Donc là il est 21h40, là je viens d'arriver chez moi là. Température extérieure 19 degrés, donc il fait frais, là, je devrais pas être emmerdé. Et comme j'ai déjà dit avec des vieux sites pourris, on est emmerdé en permanence et quand il fait chaud, au lieu de faire 6 interventions on en fait 2 fois plus. Donc là je vais rentrer chez moi, je vais prendre ma douche là et après je vais aller me coucher. Alors faut savoir que pendant le trajet pour venir ici en 20 minutes j'ai reçu 2 demandes de dépannage. Bon ce sont les alarmistes qui m'ont appelé là. Chambre froide négative, température trop haute, donc c'est probablement des sorties de digivrage. Donc le site où je peux me connecter, sur les 2 sites, si j'arrive pas à me connecter, j'irai me coucher quand même. Hein, parce qu'il faut savoir que quand les défauts sont présents, en principe l'alarmiste il rappelle. Et voilà, parce que là j'en ai plein le cul. Donc là on est dimanche, 8h10, donc là je vais partir, donc température extérieure 16 degrés, donc il fait froid. Hein. Donc là je vais sur un site qui a 1h30 de route, donc ça serait pour une centrale au CO2, d'après ce que j'ai pu voir sur la supervision, le détendeur électronique sera en défaut. Donc c'est un problème que j'avais signalé à mon entreprise, mais bon, voilà quoi, ça n'a pas été réglé. Donc ça c'est un truc qui aurait pu sûrement être réglé en semaine, donc là je vais aller voir, donc j'espère qu'il y a du CO2 là-bas, s'il n'y en a pas, tant pis. Hein. C'est le client qui en partira. Bon, donc ça veut dire que si c'est ça, je vais me taper 3 heures de route juste pour armer un putain de détendeur de merde sur un problème qui est connu depuis plusieurs semaines. Quoi.
Et c'est la sortie numéro 7 du week-end. Bien sûr, bon, je l'ai pas dit, mais à 4h du matin, j'ai été réveillé pour une histoire d'alarme température trop haute, donc par un alarmiste là. Sortie de Digiral. Alors ce qui est chiant avec ces gens-là, c'est qu'ils temporisent rien du tout, quoi. Et à 6h du matin. Donc un beau week-end de merde dans l'Astreinte comme d'habitude, quoi. Donc là, je viens d'arriver sur le site, donc j'ai vraiment pas de cul, là, je passe vraiment une astreinte de merde. Pendant le trajet, là, je suis passé à un moment donné au niveau d'un radar et j'ai eu un coup de fil de l'astreinte. Donc ça m'a déconcentré, j'ai été flashé comme un connard. Donc là, je suis à 1h30 de ma base, on va dire, au niveau des sites. Donc là, je suis au nord de ma zone géographique. Et là, j'ai un site du sud qui vient de m'appeler, là, qui a plus d'1 heure de route en partant de ma base, là. Donc là, ben, je vais l'appeler voir si c'est grave ou pas, parce que là, si je dois y aller, je suis à 2h40 de route. C'est-à-dire que suivant l'urgence, hein, si je dois y aller, le client il me verra pas avant 15h de l'après-midi, quoi. Parce que là, je suis arrivé là sur le site, j'ai pas encore commencé le travail. Voilà, c'est le problème lorsqu'on a des zones étendues avec des sites pourris. Donc là, on voit que j'ai un défaut froid, ce sera un défaut détendeur. Ici, on voit qu'on est à 0% sur le détendeur pas à pas. Donc là, il a dû basculer avec le détendeur de secours. C'est ce module qui a dû se foutre en défaut là. Le module du détendeur pas à pas. Donc je vais aller voir ça. Ça, c'est le détendeur. De l'échangeur donc du CO2. Hein. Donc il s'est encore mis en défaut. Donc voilà. Je coupe. Et voilà. Donc là, j'ai 1h40 pour ça. Donc c'est un problème qui est connu. C'est un problème que j'ai signalé. J'ai posé des questions et personne n'a su me répondre. Donc c'est ça, hein, dans les boîtes aujourd'hui, hein, tout le monde s'en bat les couilles. Et donc voilà le résultat. Je sors d'astreinte pour rien. Donc là, il y a un client là, qui est à 2h40. Et ben, je peux dire qu'il va attendre. Donc, ça me casse les couilles de travailler comme ça. Le détendeur, il est où? Ben, il est là. Ça, c'est le détendeur pas à pas. Et ça, c'est le détendeur de secours. Heureusement qu'il est là. Parce que sinon, donc là, je vois que la VM du détendeur pas à pas est activée. Et celle du détendeur de secours est fermée. Là, tant que j'y suis, là. Bon, j'ai déjà montré, là, c'est central sur ma vidéo CO2, la première vidéo CO2, mon premier dépannage. Avec les traxols qui me faisaient chier, là. Parce que j'avais un évaporateur qui était plus en glace et au niveau du fuite, ça allait directement dans la bouteille et ça figeait l'huile et au traxol, ça ne fait plus en sécurité. Là, je vois qu'il tourne pas, c'est toujours inquiétant de voir une centrale à l'arrêt comme ça. Sur la BP on est à moins 36 et sur la HP on est à moins 7 degrés. Donc là on voit que c'est bon. On va aller à la supervision et puis voilà. Donc là il est 10h52. Donc l'intervention c'était donc après ce que j'ai pu comprendre, il y a eu des coupures de juste nuit. Donc la platine électronique qui gère le détendeur pas à pas s'est mis en défaut. Donc c'est un problème qui est connu, qui est récurrent, hein. Donc il faut un onduleur, il y en a pas quoi. Il y en a un mais il est mort. Donc voilà. Donc je vais me taper plus de 3 heures de route quoi pour une intervention pour armer un disjoncteur quoi. Donc là j'ai montré au client comment on faisait pour armer ce problème là quoi, pour supprimer ce problème là parce que c'est un problème simple. Voilà, donc là je vais me prendre un petit remontant là. Et après je retourne chez moi en espérant qu'il n'y aura pas d'autres dépannages. Et là je suis à 1h30 de chez moi. Donc là je viens d'arriver chez moi à 12h30. Donc j'ai mis 1h40 pour revenir, hein, donc ça fait beaucoup de route hein, pour une intervention comme ça là. Donc là je vais aller bouffer. Donc c'était ma 7e intervention, 7e sortie du week-end. Et après je vais me faire une sieste. Et donc là, je suis pas sorti d'astreinte le dimanche dans la nuit ni le lundi matin. Et donc là, on est lundi après-midi. Là, je repars au boulot. Alors, pour faire le point sur cette petite astreinte là de week-end, bon, c'est une astreinte comme d'habitude. Pourtant, il faisait pas super chaud. Donc là, samedi, j'ai fait donc
289 km d'après Google Maps. Ça, c'est à cause de la distance qu'il y a entre les sites. Donc là, il faut savoir que quand vous roulez avec un smartphone Android, si vous avez activé la fonction, il enregistre vos déplacements. Donc ça permet de faire un peu le point, quoi. Donc vos déplacements et vos trajets. Donc après le dimanche, donc là le dimanche, j'ai fait une sortie, une grosse sortie, 3h20 de route, aller-retour, 233 km. Donc 233 plus 289. Donc là, ce week-end d'astreinte, j'ai fait 522 km rien qu'en trajet. Donc c'est énorme, hein. Moi je sais que quand je faisais... Donc c'est énorme, bon c'est ça froid commercial, hein, suivant les sites, les distances. Moi je sais qu'en génie climatique je faisais pas autant de kilomètres en astreinte, hein. C'était 10 fois plus cool, hein. Là le froid commercial c'est pas cool en astreinte, hein. Le week-end. Donc tu vois, je viens de finir mon astreinte de week-end là, et là je renchaîne directement sur une semaine de boulot. Parce que bon, t'as des entreprises où tu peux avoir un jour de récupération d'astreinte, mais ça doit être pris avant de prendre l'astreinte, justement pour que dans la semaine t'aies un jour où tu fais rien, pour ne pas exploser les heures de travail durant ta semaine. Donc là, pour cette astreinte-là, j'ai déclaré sur mes feuilles d'heures, j'ai déclaré 50 heures de travail. Donc d'après, au niveau de la réglementation du travail, t'as pas le droit de faire plus de 44 heures par semaine, sauf si l'entreprise a une dérogation. Tu peux monter jusqu'à 48 heures par semaine. Bon, après, d'après qu'il y a des légendes urbaines qui disent qu'on peut encore avoir des dérogations pour travailler encore plus l'été. Donc là, c'était quand même une assez grosse astreinte. Là, j'ai fait 50 heures parce que les distances entre les sites sont très très grandes. Mais j'ai déjà eu des collègues qui sont déjà montés à 60 heures en astreinte. Alors quand je dis ça, je précise, hein, c'est-à-dire que tu travailles la semaine, donc du lundi au vendredi. Sur cette semaine-là, il y a un jour où tu travailleras pas. Et après, tu enchaînes le week-end d'astreinte. Et voilà, c'est ça. 50 heures, c'est en comptant tout ça. On va dire que ça fatigue. Bon, encore moi, dans mes astreintes, là, j'ai eu de la chance, je n'ai encore jamais fait de nuit blanche, hein. Là, j'ai un collègue, une fois, je vois sa feuille d'heure, le samedi, il marque 16 heures, il déclare 16 heures de travail, je lui dis, putain, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Et le mec, donc, le vendredi soir, il commence, je crois, vers 21 heures, sortie d'astreinte, il y a, je sais pas, il y a des problèmes, il y a un orage dans une zone géographique, le gars, il est rentré chez lui à 8 heures du matin, quoi. Le samedi, pour enchaîner dans la journée, parce qu'il faut savoir qu'en froid commercial, l'astreinte du week-end, le samedi, tu sors toute la journée parce que le samedi, tous les supermarchés sont ouverts, tous les hypermarchés sont ouverts, tous les fast-foods sont ouverts, donc ça bosse. Le matin, ça charge dans les rayons, il y a du mouvement dans les chambres froides, voilà quoi. C'est une très grosse journée le samedi. Après le dimanche, il y a de plus en plus de magasins qui sont ouverts le matin. Il y a quand même pas mal de supermarchés ouverts. Les hypermarchés en principe sont fermés. Et on le voit le dimanche après-midi, c'est vachement plus calme. Il reste les fast-foods, c'est tout. Et après, il peut y avoir des vraies pannes comme un défaut central suite à un défaut de rotor d'huile par exemple, ou un compresseur qui se met en défaut. Mais là, si c'est un compresseur qui se met en défaut, on se connecte sur la supervision. Si ce n'est que ça, voilà, on désactive l'alarme, ça attend le lundi, quoi. Parce qu'il y a d'autres compresseurs sur une centrale. Après, il faut voir la température extérieure, si ça peut tenir ou pas, si ça peut attendre jusqu'à lundi. Donc c'est là où tu vois que c'est très important, lorsqu'il y a des problèmes qui sont détectés en semaine, de les traiter en semaine. Hein, quand l'été arrive, que tous les condenseurs soient propres. Parce que quand tu sors d'astreinte pour ce genre de problème-là, t'es dégoûté parce que c'est des problèmes qui peuvent être évités. Et puis il faut savoir que bon, l'été, tu es agressé par ton téléphone d'astreinte, quoi. Là, cette astreinte-là, c'était pas l'été, c'était en fin de printemps. Mais l'été, tu peux recevoir dès qu'on passe les 13h, 14h, dès que ça commence à chauffer là, surtout en début d'été, tu peux recevoir une dizaine de coups de fil rien que l'après-midi. Dans la journée, tu peux recevoir 17 appels. Donc t'es constamment au téléphone, t'es constamment agressé par ce putain de téléphone. Et dans tout ce lot d'appels, donc à chaque fois, c'est soit l'alarmiste ou le client pour des problèmes de température trop haute, tu dois sélectionner, comme tu peux pas aller partout, le site, la panne la plus importante. C'est-à-dire que par exemple, ça m'est arrivé une fois, t'as 2 pannes sur 2 sites différents importantes en même temps. Eh bien, on va te dire que tu dois choisir le site où s'il y a de la perte de marchandises, il faut prendre le site qui a le plus de valeur financière. Donc c'est à toi de choisir, entre guillemets, le site que tu vas sauver, puis l'autre, et ben tant pis pour lui, quoi. C'est les assurances qui paieront. Quand tu es dans ce cas-là, tu as des procédures. Tu dois appeler ton autre collègue d'astreinte parce que souvent, les entreprises prennent plusieurs centaines de sites, donc tu peux avoir plusieurs secteurs d'astreinte. Mais bon, si c'est l'été, si toi tu es saturé, ton collègue il sera saturé aussi au niveau du boulot, donc il pourra pas y aller. Après, tu peux appeler aussi un de tes collègues en repos, hein, pourquoi pas, hein, s'il veut y aller.
Il y a des boîtes où ils font ce genre de choses, mais bon, quand t'es en week-end, tu t'es tapé une semaine de boulot à 44 heures ou à 48 heures, parce que c'est pareil, en semaine tu peux finir assez tard et rentrer chez toi tous les soirs à 19 heures, donc tu peux faire des très grosses semaines quand tu es frigoriste SAV. En plus, il y a des boîtes où il n'y a pas de RTT, hein, c'est-à-dire que les heures sont payées, donc du lundi au vendredi, tu peux finir tous les soirs à 19 heures, hein, suivant la charge de travail qu'il y a. Et donc si tu appelles ton collègue qui est en week-end chez lui, donc le mec en plus il doit enchaîner le week-end, bon tu vois, il faut qu'il soit disponible, puis en plus il a une famille, s'il veut pas divorcer, il faut qu'il passe un petit peu de temps avec sa femme et ses enfants quand même. Donc des fois il y a personne, donc ce qui fait que tu te retrouves tout seul et démerde-toi quoi. Donc ça fait partie aussi du boulot, c'est quand t'as une pleine demande de dépannage et que tu es complètement saturé, et ben tu dois choisir quel client où tu dois aller. Il faut surtout pas te planter parce que comme tu l'as vu, des fois quand tu vas sur un site, tu peux avoir 1h40 de route, et suivant les zones géographiques, pour aller sur un autre site, tu peux avoir 3 heures de route. Tu vois, si tu vas du nord au sud, ça peut être assez compliqué quoi. Donc ce qui est difficile, c'est quand tu as plein de demandes de dépannage, par exemple pour la vidéo froid 260. À la base, le gars m'avait appelé pour un problème de température trop haute dans un linéaire. Donc moi, je lui ai dit, là, je peux pas venir maintenant, là, je suis occupé, en plus j'étais loin, là. Et je lui ai dit, il faut vider le linéaire. Et s'il y a un risque pour la marchandise. Sauf qu'il rappelle une demi-heure plus tard pour me dire qu'il y a un autre meuble qui est en température trop haute. Donc moi, je suis sur le terrain, je peux pas me connecter, j'ai pas ce qu'il faut. Donc après, là, je lui ai dit, est-ce que la centrale est en défaut? Parce que c'est ça aussi. C'est dès qu'on commence à avoir des températures trop hautes sur différents meubles, à un moment donné, après, c'est la centrale qui peut être plantée. Et là, il me dit que la centrale booster est arrêtée. Donc après, comme je l'ai montré dans la vidéo, là, j'appelle un collègue pour qu'il me dépanne parce que moi je peux rien faire. Là. Je suis saturé, là, je suis sur un dépannage de compresseur, là, donc sur une centrale aussi négative. Le collègue que j'appelle, c'est un collègue qui est en week-end chez lui avec sa famille. Hein. Donc il peut me répondre ou pas. Et là il me dit qu'à distance il n'arrive pas à le dépanner. Donc là c'est une très grosse urgence parce que là c'est une centrale booster. Donc là peut-être c'est le supermarché entier. Donc là il y a peut-être 50-60 000 euros de marchandises là. Donc là j'y vais. Et les autres, les petits là. Et pour les autres dépannages, et ben, je leur dis de vider et voilà quoi. Et puis si la marchandise est perdue, ben, après il y a les assurances. Hein. Sachant que je leur dis que je vais venir mais je ne sais pas à quelle heure. Donc ça, c'est une des grosses difficultés du métier, c'est quand tu as, l'été, quand tu as 20 coups de fil, là, faut que tu choisisses chez quel client tu vas aller. Et il faut éviter de pas se planter parce que, à cause, comme je l'ai dit, des distances. Voilà, et sachant que le surgelé, c'est-à-dire le froid négatif, est prioritaire au froid positif, hein, parce qu'il faut savoir que le froid négatif, si jamais les produits dégèlent, les produits sont morts, hein, ils vont être jetés, hein, c'est-à-dire qu'ils pourront plus être vendus. Et en plus, la valeur marchande dans les bacs négatifs, dans les liens négatifs, ça monte très très vite. Hein. Donc moi où j'étais, là, je montais l'astreinte une fois par mois et franchement c'est trop. Tu vois, en froid commercial, l'astreinte de week-end c'est la punition, t'as pas de vie quoi, t'as pas de vie sociale. Si t'as une femme, bon tu l'oublies, t'as des enfants c'est pareil. Suivant l'endroit où tu es, la saison, tu sors tout le week-end. Bon après t'as toujours des gens, des frigoristes qui ont entre guillemets le cul bordé de nouilles qui arrivent à passer entre les mailles du filet, mais bon ça c'est comme ça, hein. C'est-à-dire qu'ils ont des astreintes relativement cool. Après bon t'as l'astreinte de week-end mais tu as aussi l'astreinte de semaine, et l'astreinte de semaine ça peut être aussi la misère mais c'est pas pareil. Parce que l'astreinte de semaine par exemple, si t'es appelé à 2h du matin, que t'es sur site client à 3h du matin, et que tu finis l'intervention à 4-5 heures du matin, eh bien tu sais que tu vas rentrer chez toi, et que même si on t'appelle à 7h du matin, tu t'en fous, parce que la boîte ouvre à 8h, et c'est les gens qui bossent en journée qui vont prendre le relais. Ça veut dire que même si t'as passé une nuit de fou, eh bien toute la journée tu vas pouvoir rester chez toi à pioncer. Et après tu reprends l'astreinte le soir à 18h. Alors que le week-end, donc ça commence le vendredi soir à 18h, et ça finit le lundi à 8h du matin. Donc comme je te l'ai dit, par rapport à mon collègue qui avait fait 16 heures de sortie d'astreinte le samedi, mais si tu sors le vendredi soir, si tu sors le samedi matin, après il va falloir sortir le samedi après-midi et voir le samedi soir et enchaîner après sur le dimanche. Donc tu vois que ça peut être ultra tendu, ultra dur quoi. Donc dans une entreprise, l'astreinte c'est quelque chose de très sensible parce que c'est très très fatigant, c'est très très pénible. Et bon là je l'ai pas dit, mais un des très gros dangers quand tu es frigoriste SAV dans le GMS, c'est les astreintes de nuit. Quand tu sors la nuit, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé d'être appelé le samedi matin à 2h pour un site, pour un défaut central. Donc tu te couches à 23h parce que tu t'es connecté le vendredi soir sur ton PC d'astreinte pour voir des alarmes sur différents sites, voir si c'est des problèmes sérieux ou pas. T'as dormi que 3 heures, donc à 2h tu pars de chez toi, tu conduis, donc t'as la tête dans le cul, t'as 1 heure d'autre pour aller chez le client, donc tu fais ce qu'il y a à faire. Par exemple, c'est un automate qui a cramé, tu bascules la centrale en mode secours. Et le gros problème après, c'est qu'il faut rentrer chez toi, et là tu peux avoir un coup de barre de l'espace, hein, c'est-à-dire que tu peux t'endormir au volant. Moi ça m'est arrivé, j'avais les paupières super lourdes, je luttais, j'étais à une demi-heure de route, tu vois, je disais à mon putain de cerveau, là, t'es pas dans ton lit, là, c'est pas le moment de dormir, là, tu conduis, là. Mais bon, j'étais limite, quoi.
Donc tu vois que le boulot peut être hyper dangereux. Donc après on va te dire ouais bah tu t'arrêtes sur le bord de la route et tu dors. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi j'arrive pas à dormir sur les sièges des camions, et puis en plus si je dors une demi-heure là-dedans, après je suis défoncé quoi. Donc à la limite tu vois il faudrait presque quand tu es d'astreinte, un fourgon spécial astreinte avec une couchette à l'arrière, comme ça quand t'es complètement défoncé par la fatigue, et ben tu peux t'arrêter et puis on sait un peu comme les routiers. Voilà, parce que lorsqu'on te dit quand tu fais formation AFPA et compagnie là, l'ennemi du frigoriste c'est l'humidité, ben non, l'ennemi du frigoriste là, le numéro 1 c'est la fatigue. Et ça tu le vois très très vite quand t'es d'astreinte, parce qu'en plus quand tu travailles en étant exposé, eh ben, t'es plus très lucide, t'es plus très performant et ça peut devenir dangereux. Moi je l'ai vu des fois sur des dépannages là. Je ferai une vidéo sur un des dépannages où j'ai galéré mais comme un con, mais un truc de fou. Et à la fin, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de mes pompes quoi. Et c'est parce que j'étais explosé par la fatigue. Donc voilà pour l'astreinte. Donc ce que je vais rajouter là, ben, tu vois par exemple, moi j'ai fait une formation à la fois de monteur dépanneur frigoriste, donc bon j'ai bossé dans différents milieux. Donc j'ai voulu faire du froid commercial, donc j'ai trouvé une boîte de froid commercial. Une boîte de froid commercial qui m'a pris alors que j'étais débutant, mais ils m'ont pris aussi pour faire du chaud. Mais je faisais à 90% du froid commercial. Et donc 2 mois après j'ai pris l'astreinte, mais tu vois je savais pas trop ce que c'était moi l'astreinte en GMS. Par contre je connaissais l'astreinte dans le domaine du génie climatique. C'est-à-dire les chaufferies, ce genre de choses, tu vois, parce que j'avais déjà monté l'astreinte pendant 1 an, et on peut voir la différence entre les deux, c'est que ça n'a rien à voir, quoi. Par exemple, dans le génie climatique, quand je sortais 1 fois dans la semaine, voire 2, tu vois, même en saison de chauffe, et il m'est même arrivé l'été de sortir 0 fois, parce qu'on faisait du chaud, mais on faisait aussi les clims. Un truc que je n'ai jamais connu en froid commercial, tu vois. Sortir 0 fois, non, je suis toujours sorti, moi. Et puis même si tu sors pas, t'as toujours des coups de fil le soir, là, donc, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de chambres froides, des vieux sites qui ont des problèmes, et les sorties de digivrage. C'est-à-dire, tu sors de digivrage, mais le temps que la température descende en dessous de la température d'alarme haute, ça met du temps. Sur les vieilles installations qui rament, ou qui ont des débuts de prise en glace. Alors même s'il y a des temporisations sur les sorties de digivrage au niveau des alarmes température haute, eh bien tu vas avoir une alarme, et dès que t'as une alarme, l'alarmiste, lui, il bataille pas, il t'appelle direct. C'est son boulot de t'appeler alors. Et c'est à toi après d'aller te connecter sur le site, de vérifier si c'est une fausse alarme ou pas. C'est-à-dire que c'est un digivrage qui a traîné un petit peu trop longtemps. Mais tu vois très vite qu'il y a des sites, comme je te l'ai dit, où tu peux pas te connecter en froid commercial. Hein. Il y a plein de sites où tu peux pas te connecter. Donc la stratégie utilisée, c'est que souvent tu temporises 1 heure et tu rappelles l'alarmiste pour savoir s'il y a un défaut ou pas. Et si le défaut est présent, bah là tu dis qu'il y a un vrai problème. Et là tu es obligé d'appeler le client pour lui dire que donner rendez-vous, bah écoutez, moi il est 22h, moi j'arrive sur votre site à 23h, il y a un problème. Donc après t'as des clients qui vont dire attendez, on vous dépassez, moi je suis à 5 minutes du site, ils vont aller voir le site et suivant ce que c'est, ils vont te dire de venir ou dire ça va attendre demain matin 8h. Mais voilà, tu vois. Tu vois qu'en astreinte, tu vas passer aussi beaucoup de temps sur ton PC d'astreinte, à appeler le client, et quand tu appelles le client, le temps qu'il se déplace, t'attends son coup de fil, tu peux passer des heures au téléphone, quoi. C'est impressionnant. Donc après, tu as des boîtes, justement, comme ils savent que la nuit, c'est très très dur, ils ont ce qu'ils appellent un monitoring, c'est-à-dire que l'alarmiste, au lieu de t'appeler toi en direct, ils appellent un mec qui est chez lui et qui se connecte à ta place. Le gros souci, c'est que des fois, là, ce mec-là, il bosse pas, et donc c'est toi qui fais le monitoring de nuit, et là, c'est ultra dur. Quand je dis que c'est ultra dur, ça veut dire que tu peux être réveillé à 1h du matin, pas l'alarmiste, tu peux être réveillé à 3h du matin, pas l'alarmiste. Donc en gros, tu vas être réveillé à chaque digivrage sur le froid négatif. Donc c'est pour ça que c'est dur, parce que bon, t'es réveillé constamment, donc après, quand t'es réveillé, moi je me rendors pas en 5 minutes, il me faut plus de temps. Et donc après, t'es fatigué. Et puis bon, des fois, le mec, il maîtrise pas trop son sujet, il va t'appeler pour rien, quoi. Il va te réveiller pour rien dans la nuit. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça. Mais bon, quand il y a une centrale en défaut, c'est pas lui qui va aller faire le boulot, c'est toi. C'est toi qui va aller chez le client. Et donc, suivant l'endroit où tu travailles, si l'astreinte est mal gérée, c'est-à-dire si elle est mal organisée, si la boîte est en sous-effectif, l'astreinte va arriver souvent, donc le week-end, t'auras pas d'aide, tu seras tout seul, eh bien ça peut te dégoûter du métier de frigoriste. En tout cas dans le GMS, hein, bah c'est clair et net. Donc c'est clair que quand tu vois des frigoristes qui ont 10 ans de GMS derrière eux et qui montent l'astreinte depuis 10 ans, ben moi je leur dis respect quoi, parce que c'est chaud quoi, c'est vraiment dur quoi. Parce que tu vois là, je sais pas, ça j'ai regardé ma vidéo froid 1201, un jour j'étais en stage dans une entreprise et le gars là, il m'a fait visiter un de ses sites qu'il avait en astreinte. Donc c'est une installation au froid industriel, une usine agroalimentaire, 3 MW sur le froid positif, 1 MW sur le froid négatif, donc eau glacée, ammoniac
et alcali, donc pour la distribution du froid. Chaudière vapeur avec des brûleurs de 5 MW. Plus il gérait aussi en astreinte l'air comprimé de l'usine. Donc je lui disais au gars, mais tu sors combien de fois l'astreinte en semaine là, parce que ça va être chaud là avec tout ce matos là. Donc lui il s'occupait que de la production, il ne s'occupait pas de l'intérieur de l'usine. Et bien il me disait qu'il sortait jamais en astreinte. Parce que le boulot qui devait être fait, il était fait en semaine. Et dans l'industrie, c'est pas comme dans le froid commercial, c'est un peu plus carré. C'est-à-dire qu'il y a des gammes de maintenance préventive et ça c'est fait. Alors que souvent on voit en froid commercial que le préventif, à part nettoyer les bacs et les condenseurs et faire les vidanges centrales, bon voilà, ça s'arrête là. C'est plutôt du correctif que l'on fait. Bon après le froid commercial, les prix sont tendus, donc tout est tiré vers le bas, même la maintenance. Et donc je lui disais en froid industriel, il me disait quand même qu'il sortait un petit peu, mais il sortait pas pour le froid industriel, il sortait pour la vapeur. Parce que sur les chaudières vapeur, donc l'usine était en campagne, lorsqu'il y a des coupures de courant, les vannes gaz se ferment. Et le réarmement des vannes gaz, il se fait manuellement, il sortait pour les chaudières vapeur. Et donc c'est là où on voit la différence entre une astreinte en froid industriel et en froid commercial et en froid génie climatique, froid de confort. La pire c'est le froid commercial GMS. Donc d'ailleurs par rapport à ce que j'ai dit, si tu as déjà fait du froid industriel, tu peux mettre dans les commentaires ton expérience au niveau de l'astreinte, comment ça se passe chez toi. Bien sûr sans préciser le nom de l'entreprise, Ça reste classé. Ça, c'est une information qu'il faut pas divulguer. Et après, si tu fais du froid commercial en GMS, tu peux aussi laisser un commentaire, savoir comment ça se passe chez toi au niveau de l'organisation, si c'est un peu plus carré ou si c'est comme ce que je faisais moi, des dépannages, en vois-tu, en voilà, et adepte de la semaine de 50 heures en astreinte. Donc tu vois, moi lorsque j'ai postulé pour faire du froid commercial, c'est vrai que quand j'ai fait l'entretien d'embauche, le salaire je l'ai pas négocié parce que je me suis dit, je suis débutant en froid commercial donc j'ai pas bataillé. Je voulais voir ce que c'était le froid commercial en GMS, je voulais me faire de l'expérience. Et donc voilà, maintenant je sais, j'ai vu, et à mon avis j'ai fait le tour de 80% du boulot en GMS, au niveau maintenance SAV. Bon, il reste 20% à voir, mais bon, ça peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer ce que ça représente pour moi, les 80% du boulot en froid commercial. J'ai été payé 11,69€ de l'heure. Bon, je te dis que à 11,69€ de l'heure, voilà quoi, je change de boulot maintenant. Maintenant que je sais ce que c'est l'astreinte en GMS, c'est clair, ça vaut pas le coup. Prix à payer, il est trop élevé, il faut qu'il y ait des compensations financières quoi. Et même si t'as une prime d'astreinte, elle est pas assez élevée par rapport à ce que tu peux encaisser quoi dans le boulot. Parce que moi au début, quand j'ai pris l'astreinte, je pensais que quand t'arrivais à un certain nombre d'heures, t'étais remplacé ou je sais pas moi, quand c'était l'été, l'astreinte était doublée. Et le gros problème de tout ça, c'est que pour faire ça, il faut des effectifs. Et donc, tu as beaucoup de boîtes maintenant pour rentabiliser au maximum leur profit, c'est-à-dire avoir des marges maximum, et ils mettent le minimum d'effectifs. Parce que plus tu as d'effectifs, et j'ai l'impression que moins c'est rentable pour la boîte. Le gros problème, c'est que lorsque tu es sur le terrain, c'est hyper usant, quoi. Quand tu fais un entretien d'embauche, il vaut mieux que tu te renseignes bien sur l'organisation de l'astreinte, la gestion de l'astreinte. Qu'est-ce qui se passe si je sors le samedi matin à 2h du mat jusqu'à 8h et que après je suis défoncé par la fatigue, est-ce qu'un collègue peut me remplacer ou pas? Voilà, parce que après t'as toujours le droit de retrait, c'est-à-dire que si tu es complètement défoncé, tu peux dire à ton employeur, moi je reste chez moi, je suis pas en état de conduire. Le droit de retrait peut être utilisé dans les entreprises s'il y a un danger imminent pour ta vie, sachant que si tu t'endors au volant et tu prends un platane, il y a peu de chances que tu survives. Moi, je l'ai fait une fois, donc c'était pas vraiment le droit de retrait. Tu vois, un matin, je devais faire un entretien à 6h du matin. Donc, le site client, il était à 1h de route. Donc, je devais me lever à 4h30. Et j'étais malade. Quand je dis j'étais malade, là, j'avais chopé une saloperie, là. Et j'avais des vertiges, tout ça. Et donc, j'étais pas en état de conduire. Parce qu'en plus, c'était de la route de campagne. Il faut aller là-bas, faire le boulot, revenir. Voilà, donc là, je sentais les emmerdes arriver plein de pot, là. Donc, j'y ai pas été. Mais faut savoir que même avec un arrêt de travail, j'ai eu des problèmes dans la boîte. On m'a fait des réflexions, tu vois. Bon, après, j'étais en période j'avais posé ma démission, donc voilà, ça n'a pas aidé non plus. Parce que comme tu peux le voir dans ma vidéo, il y a un truc qui me saoule dans beaucoup d'entreprises, c'est que tu galères pour de l'outillage. Donc déjà, le boulot est difficile, donc si en plus tu galères là-dessus, moi, ça me rend fou, ça. Donc moi, j'ai appris, parce que j'ai fait beaucoup d'intérim, c'est que pour être bon dans son travail, dans son métier, il faut être exigeant. Et donc, c'est pas la fête du slip, quoi. Donc, à un moment donné, il y a des boîtes où tu peux bosser parce que les mecs sont carrés. Moi, j'ai déjà travaillé pour des entreprises exigeantes. C'était en électricité industrielle, voire en maintenance industrielle. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres boîtes qui sont pas exigeants, quoi. Ils s'en foutent, quoi.
Ce qui compte, c'est faire du volume, la qualité, ils s'en foutent. Et voilà, donc là, le travail, il est pas super gratifiant, il est pas super intéressant. Donc après, il y a des entreprises, c'est comme ça. Donc après, il faut aller voir ailleurs si dans d'autres entreprises, c'est mieux. Alors voilà mon petit retour d'expérience sur mes astreintes. Donc je te le dis, mais les conseils que je peux donner dans la vidéo, c'est juste des petits conseils. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.